Sonobook présente Les tribulations d'un Chinois en Chine de Jules Verne. Lu par Antoine Blanquefort, Éric Boucher, Sandrine Briard et Victor Vestia. Chapitre 1, où la personnalité et la nationalité des personnages se dégagent peu à peu. Il faut pourtant convenir que la vie a du bon, s'écria l'un des convives, accoudé sur le bras de son siège à dossier de marbre, en grignotant une racine de nénuphar au sucre. Et du mauvais aussi, répondit entre deux quintes de toux un autre que le piquant d'un délicat aileron de requin avait failli étrangler. Soyons philosophes, dit alors un personnage plus âgé, dont le nez supportait une énorme paire de lunettes à large verre montées sur tiges de bois. Aujourd'hui, on risque de s'étrangler, et demain tout passe, comme passent les suaves gorgées de ce nectar. C'est la vie, après tout. Et cela dit, cet épicurien, d'humeur accommodante, avala un verre d'un excellent vin tiède dont la légère vapeur s'échappait lentement d'une théière de métal. Quant à moi, reprit un quatrième convive, l'existence me paraît très acceptable du moment qu'on ne fait rien et qu'on a le moyen de ne rien faire. Erreur, riposta le cinquième. Le bonheur est dans l'étude et le travail. Acquérir la plus grande somme possible de connaissances, c'est chercher à se rendre heureux. Et à apprendre que tout compte fait, on ne sait rien. N'est-ce pas le commencement de la sagesse ? Et quelle en est la fin ? La sagesse n'a pas de fin. Avoir le sens commun serait la satisfaction suprême. Ce fut alors que le premier convive s'adressa directement à l'amphitryon, qui occupait le haut bout de la table, c'est-à-dire la plus mauvaise place, ainsi que l'exigeaient les lois de la politesse. Indifférent et distrait, celui-ci écoutait sans rien dire toute cette dissertation interpocula. Voyons, que pense notre hôte de ces divagations après boire ? Trouve-t-il aujourd'hui l'existence bonne ou mauvaise ? Est-il pour ou contre ? L'amphitryon croquait nonchalamment quelques pépins de pastèque. Il se contenta pour toute réponse d'avancer dédaigneusement les lèvres en homme qui semble ne prendre intérêt à rien. Pouf, fit-il. C'est par excellence le mot des indifférents. Il dit tout et ne dit rien. Il est de toutes les langues et doit figurer dans tous les dictionnaires du globe. C'est une moue articulée. Les 5 convives que traitait cet ennuyé le pressèrent alors d'arguments, chacun en faveur de sa thèse. On voulait avoir son opinion. Il se défendit d'abord de répondre et finit par affirmer que la vie n'avait ni bon ni mauvais. À son sens, c'était une invention assez insignifiante, peu réjouissante en somme. Voilà bien notre ami. Peut-il parler ainsi lorsque jamais un pli de rose n'a encore troublé son repos ? et quand il est jeune ? Jeune et bien portant. Bien portant et riche. Très riche. Plus que très riche. Trop riche peut-être. Ces interpellations s'étaient croisées comme les pétards d'un feu d'artifice, sans même amener un sourire sur l'impassible physionomie de l'amphitryon. Il s'était contenté de hausser légèrement les épaules en homme qui n'a jamais voulu feuilleter, fût-ce 1 heure, le livre de sa propre vie, qui n'en a même pas coupé les premières pages. Et cependant, cet indifférent comptait 31 ans au plus. Il se portait à merveille, il possédait une grande fortune, son esprit n'était pas sans culture, son intelligence s'élevait au-dessus de la moyenne. Il avait enfin tout ce qui manque à tant d'autres pour être un des heureux de ce monde. Pourquoi ne l'était-il pas ? Pourquoi ? La voix grave du philosophe se fit alors entendre, et parlant comme un coryphée du chœur antique, « Ami, si tu n'es pas heureux ici-bas, c'est que jusqu'ici ton bonheur n'a été que négatif. C'est qu'il en est du bonheur comme de la santé. Pour en bien jouir, il faut en avoir été privé quelquefois. Or, tu n'as jamais été malade. Je veux dire, tu n'as jamais été malheureux. C'est là ce qui manque à ta vie. Qui peut apprécier le bonheur si le malheur ne l'a jamais touché, ne fût-ce qu'un instant ? » Et sur cette observation empreinte de sagesse, le philosophe, levant son verre plein d'un champagne puisé aux meilleures marques, « Je souhaite un peu d'ombre au soleil de notre hôte, et quelques douleurs à sa vie. » Après quoi, il vida son verre tout d'un trait. L'amphitryon fit un geste d'acquiescement et retomba dans son apathie habituelle. Où se tenait cette conversation ?
Était-ce dans une salle à manger européenne, à Paris, à Londres, à Vienne, à Pétersbourg? Ces 6 convives devisaient-ils dans le salon d'un restaurant de l'Ancien ou du Nouveau Monde? Quels étaient ces gens qui traitaient ces questions au milieu d'un repas sans avoir bu plus que de raison? En tout cas, ce n'étaient pas des Français puisqu'ils ne parlaient pas politique. Les 6 convives étaient attablés dans un salon de moyenne grandeur, luxueusement décoré. À travers le lacis des vitres bleues ou orangées se glissaient à cette heure les derniers rayons du soleil. Extérieurement à la baie des fenêtres, la brise du soir balançait des guirlandes de fleurs naturelles ou artificielles, et quelques lanternes multicolores mêlaient leurs pâles lueurs aux lumières mourantes du jour. Au-dessus, la crête des baies s'enjolivait d'arabesques découpées, enrichies de sculptures variées représentant des beautés célestes et terrestres, animaux ou végétaux d'une faune et d'une flore fantaisistes. Sur les murs du salon, tendus de tapis de soie, miroitaient de larges glaces à double biseau. Au plafond, une punka, agitant ses ailes de percale peinte, rendait supportable la température ambiante. La table, c'était un vaste quadrilatère en laque noire. Pas de nappe à sa surface, qui reflétait les nombreuses pièces d'argenterie et de porcelaine comme eût fait une tranche du plus pur cristal. Pas de serviettes, mais de simples carrés de papier ornés de devises dont chaque invité avait près de lui une provision suffisante. Autour de la table se dressaient des sièges à dossiers de marbre, bien préférables sous cette latitude aux revers capitonnés de l'ameublement moderne. Quant au service, il était fait par des jeunes filles, fort avenantes, dont les cheveux noirs s'entremêlaient de lys et de chrysanthèmes, et qui portaient des bracelets d'or ou de jade coquettement contournés à leurs bras. Souriantes et enjouées, elles servaient ou desservaient d'une main, tandis que de l'autre, elles agitaient gracieusement un large éventail qui ravivait les courants d'air déplacés par la punka du plafond. Le repas n'avait rien laissé à désirer. Qu'imaginer de plus délicat que cette cuisine à la fois propre et savante? Le bignon de l'endroit, sachant qu'il s'adressait à des connaisseurs, s'était surpassé dans la confection des 150 plats dont se composait le menu du dîner. Au début, et comme entrée de jeu, figuraient des gâteaux sucrés, du caviar, des sauterelles frites, des fruits secs et des huîtres de Ningpo. Puis se succédèrent à courts intervalles des œufs pochés de canne, de pigeons et de vanneaux, des nids d'hirondelles aux œufs brouillés, des fricassés de ginseng, des ouïes d'esturgeon en compote, des nerfs de baleine sauce au sucre, des têtards d'eau douce, des jaunes de crabe en ragoût, des gésiers de moineaux et des yeux de mouton piqués d'une pointe d'ail, des ravioles au lait de noyaux d'abricot, des matelotes d'holoturie, des pousses de bambou au jus, des salades sucrées de jeunes radicelles, etc. Ananas de Singapour, pralines d'arachide, amandes salées, mangues savoureuses, fruits du long yen à chair blanche et du litchi à pulpe pâle, châtaignes d'eau, oranges de Canton confites, formaient le dernier service d'un repas qui durait depuis 3 heures. Repas largement arrosé de bière, de champagne, de vin de Shaoxing, et dont l'inévitable riz, poussé entre les lèvres des convives à l'aide de petits bâtonnets, allait couronner au dessert la savante ordonnance. Le moment vint enfin où les jeunes servantes apportèrent, non pas de ces bols à la mode européenne qui contiennent un liquide parfumé, mais des serviettes imbibées d'eau chaude que chacun des convives se passa sur la figure avec la plus extrême satisfaction. Ce n'était toutefois qu'un entracte dans le repas, 1 heure de farniente, dont la musique allait remplir les instants. En effet, une troupe de chanteuses et d'instrumentistes entra dans le salon. Les chanteuses étaient jeunes, jolies, de tenue modeste et décente. Mais quelle musique et quelle méthode! Des miaulements, des gloussements sans mesure et sans tonalité, s'élevant en notes aiguës jusqu'aux dernières limites de perception du sens auditif. Quant aux instruments, violons dont les cordes s'enchevêtraient dans les fils de l'archet, guitares recouvertes de peau de serpent, clarinettes criardes, harmonicas ressemblant à de petits pianos portatifs,
Ils étaient dignes des chants et des chanteuses qu'ils accompagnaient à grand fracas. Le chef de ce charivarique orchestre avait remis en entrant le programme de son répertoire. Sur un geste de l'amphitryon, qui lui laissait carte blanche, ces musiciens jouèrent le bouquet des 10 fleurs, morceau très à la mode alors, dont raffolait le beau monde. Puis, la troupe chantante et exécutante, bien payée d'avance, se retira non sans emporter force bravo dont elle alla faire encore une importante récolte dans les salons voisins. Les 6 convives quittèrent alors leur siège, mais uniquement pour passer d'une table à une autre, ce qu'ils firent non sans grande cérémonie et compliments de toutes sortes. Sur cette seconde table, chacun trouva une petite tasse à couvercle, agrémentée du portrait de Bodhidharma, le célèbre moine bouddhiste, debout sur son radeau légendaire. Chacun reçut aussi une pincée de thé qu'il mit à infuser sans sucre dans l'eau bouillante que contenait sa tasse et qu'il but presque aussitôt. Quel thé! Il n'était pas à craindre que la maison Jib-Jib & Co. qui l'avait fourni l'eût falsifié par le mélange malhonnête de feuilles étrangères, ni qu'il eût déjà subi une première infusion et ne fût plus bon qu'à balayer les tapis, ni qu'un préparateur indélicat l'eût teint en jaune avec la curcumine ou en vert avec le bleu de Prusse. C'était le thé impérial dans toute sa pureté. C'étaient ces feuilles précieuses semblables à la fleur elle-même, ces feuilles de la première récolte du mois de mars qui se fait rarement car l'arbre en meurt, ces feuilles enfin que de jeunes enfants aux mains soigneusement gantées ont seuls le droit de cueillir. Un Européen n'aurait pas eu assez d'interjections laudatives pour célébrer cette boisson que les 6 convives humaient à petites gorgées sans s'extasier autrement, en connaisseurs qui en avaient l'habitude. C'est que ceux-ci, il faut le dire, n'en étaient plus à apprécier les délicatesses de cet excellent breuvage. Gens de la bonne société, richement vêtus de la han shaol, légère chemisette, du makwal, courte tunique, de la haol, longue robe se boutonnant sur le côté, ayant aux pieds babouches jaunes et chaussettes piquées, aux jambes, pantalon de soie que serrait à la taille une écharpe à glands, sur la poitrine, le plastron de soie finement brodé, l'éventail à la ceinture. Ces aimables personnages étaient nés au pays même où l'arbre à thé donne une fois l'an sa moisson de feuilles odorantes. Ce repas, dans lequel figuraient des nids d'hirondelles, des holoturies, des nerfs de baleine, des ailerons de requin, il l'avait savouré comme il le méritait pour la délicatesse de ses préparations. Mais son menu, qui eût étonné un étranger, n'était pas pour les surprendre. En tout cas, ce à quoi ne s'attendaient ni les uns ni les autres, ce fut la communication que leur fit l'amphitryon au moment où ils allaient enfin quitter la table. Pourquoi celui-ci les avait traités ce jour-là? Ils l'apprirent alors. Les tasses étaient encore pleines. Au moment de vider la sienne pour la dernière fois, l'indifférent s'accoudant sur la table, les yeux perdus dans le vague, s'exprima en ces termes. « Mes amis, écoutez-moi sans rire. Le sort en est jeté. Je vais introduire dans mon existence un élément nouveau qui en dissipera peut-être la monotonie. Sera-ce un bien? Sera-ce un mal? L'avenir me l'apprendra. Ce dîner auquel je vous ai convié est mon dîner d'adieu à la vie de garçon. Dans 15 jours, je serai marié. Et tu seras le plus heureux des hommes. Regarde, les pronostics sont pour toi. » En effet, tandis que les lampes crépitaient en jetant de pâles lueurs, les pies jacassaient sur les arabesques des fenêtres, et les petites feuilles de thé flottaient perpendiculairement dans les tasses. Autant d'heureux présages qui ne pouvaient tromper. Aussi tous de féliciter leur hôte, qui reçut ses compliments avec la plus parfaite froideur. Mais, comme il ne nomma pas la personne destinée au rôle d'élément nouveau dont il avait fait choix, aucun n'eut l'indiscrétion de l'interroger à ce sujet. Cependant, le philosophe n'avait pas mêlé sa voix au concert général des félicitations. Les bras croisés, les yeux à demi clos, un sourire ironique sur les lèvres, il ne semblait pas plus approuver les complimenteurs que le complimenté. Celui-ci se leva alors, lui mit la main sur l'épaule, et d'une voix qui semblait moins calme que d'habitude. « Suis-je donc trop vieux pour me marier? »« Non. » »« Trop jeune? »« Pas davantage. »« Tu trouves que j'ai tort? »« Peut-être. »« Celle que j'ai choisie
et que tu connais a tout ce qu'il faut pour me rendre heureux. Je le sais. Eh bien, C'est toi qui n'as pas tout ce qu'il faut pour l'être. S'ennuyer seul dans la vie, c'est mauvais. S'ennuyer à deux, c'est pire. je ne serai donc jamais heureux. Non, tant que tu n'auras pas connu le malheur. Le malheur ne peut m'atteindre. Tant pis, car alors tu es incurable. Oh, ces philosophes, il ne faut pas les écouter, ce sont des machines à théorie. Ils en fabriquent de toutes sortes. Pure camelote qui ne vaut rien à l'user. Marie-toi, ami, j'en ferais autant si je n'avais pas fait vœu de ne jamais rien faire. Marie-toi, et comme disent nos poètes, puissent les deux phénix apparaître toujours tendrement unis. Mes amis, je bois au bonheur de notre hôte. Et moi, je bois à la prochaine intervention de quelque divinité protectrice, qui, pour le rendre heureux, le fasse passer par l'épreuve du malheur. Sur ce toast assez bizarre, les convives se levèrent, rapprochèrent leurs poings comme eussent fait des boxeurs au moment de la lutte. Puis, après les avoir successivement baissés et remontés en inclinant la tête, ils prirent congé les uns des autres. À la description du salon dans lequel ce repas a été donné, au menu exotique qui le composait, à l'habillement des convives, à leur manière de s'exprimer, peut-être aussi à la singularité de leur théorie, le lecteur a deviné qu'il s'agissait de Chinois, non de ces célestials qui semblent avoir été décollés d'un paravent ou être en rupture de potiche, mais de ces modernes habitants du céleste empire déjà européanisés par leurs études, leurs voyages, leurs fréquentes communications avec les civilisés de l'Occident. En effet, c'était dans le salon d'un des bateaux-fleurs de la rivière des Perles à Canton que le riche Kin Fo, accompagné de l'inséparable Wang, le philosophe, venait de traiter 4 des meilleurs amis de sa jeunesse, Pao Shen, un mandarin de 4e classe à boutons bleus, Yin Pang, riche négociant en soierie de la rue des pharmaciens, Tim, le viveur endurci, et Oual, le lettré. Et cela se passait le 27e jour de la 4e lune, pendant la première de ces 5 veilles qui se partagent si poétiquement les heures de la nuit chinoise. Chapitre 2, dans lequel Kin Fo et le philosophe Wang sont posés d'une façon plus nette. Si Kin Fo avait donné ce dîner d'adieu à ses amis de Canton, c'est que c'était dans cette capitale de la province de Guangdong qu'il avait passé une partie de son adolescence. Des nombreux camarades que doit compter un jeune homme riche et généreux, les 4 invités du bateau-fleur étaient les seuls qui lui restassent à cette époque. Quant aux autres, dispersés au hasard de la vie, il eût vainement cherché à les réunir. Kin Fo habitait alors Shanghai, et pour faire changer d'air à son ennui, il était venu le promener pendant quelques jours à Canton. Mais ce soir même, il devait prendre le steamer qui fait escale aux points principaux de la côte et revenir tranquillement à son yamen. Si Wang avait accompagné Kin Fo, c'est que le philosophe ne quittait jamais son élève, auquel les leçons ne manquaient pas. À vrai dire, celui-ci n'en tenait aucun compte. Autant de maximes et de sentences perdues. Mais la machine à théorie, ainsi que l'avait dit ce viveur de Tim, ne se fatiguait pas d'en produire. Kin Fo était bien le type de ces Chinois du Nord dont la race tend à se transformer et qui ne se sont jamais ralliés aux Tartares. On n'eût pas rencontré son pareil dans les provinces du Sud où les hautes et basses classes se sont plus intimement mélangées avec la race mandchoue. Kin Fo, ni par son père ni par sa mère, dont les familles depuis la conquête se tenaient à l'écart, n'avait une goutte de sang tartare dans les veines. Grand, bien bâti, plutôt blanc que jaune, les sourcils tracés en droite ligne, les yeux disposés suivant l'horizontale et se relevant à peine vers les tempes, le nez droit, la face non aplatie, il eût été remarqué même auprès des plus beaux spécimens des populations de l'Occident. En effet, si Kin Fo se montrait chinois, ce n'était que par son crâne soigneusement rasé, son front et son cou sans un poil, sa magnifique queue, qui prenant naissance à l'occiput, se déroulait sur son dos comme un serpent de jais. Très soigné de sa personne, il portait une fine moustache, faisant demi-cercle autour de sa lèvre supérieure, et une mouche qui figurait exactement au-dessous le point d'orgue de l'écriture musicale.
Ses ongles s'allongeaient de plus d'1 centimètre, preuve qu'il appartenait bien à cette catégorie de gens fortunés qui peuvent vivre sans rien faire. Peut-être aussi la nonchalance de sa démarche, le hautain de son attitude, ajoutait-il encore à ce « comme il faut » qui se dégageait de toute sa personne. D'ailleurs, Kin Fo était né à Pékin, avantage dont les Chinois se montrent très fiers. À qui l'interrogeait, il pouvait superbement répondre « Je suis d'en haut ». C'était à Pékin, en effet, que son père Chung Heu demeurait au moment de sa naissance et il avait 6 ans lorsque celui-ci vint se fixer définitivement à Shanghai. Ce digne Chinois d'une excellente famille du nord de l'Empire possédait, comme ses compatriotes, de remarquables aptitudes pour le commerce. Pendant les premières années de sa carrière, tout ce que produit ce riche territoire si peuplé, papier de Swatow, soierie de Suzhou, sucre candi de Formose, thé de Hankou et de Fuzhou, fer du Honan, cuivre rouge ou jaune de la province de Yunnan, tout fut pour lui élément de négoce et matière à trafic. Sa principale maison de commerce, son Hong, était à Shanghai, mais il possédait des comptoirs à Nankin, à Tientsin, à Macao, à Hong Kong. Très mêlés au mouvement européen, c'étaient les steamers anglais qui transportaient ses marchandises, c'était le câble électrique qui lui donnait le cours des soieries à Lyon et de l'opium à Calcutta. Aucun de ces agents du progrès, vapeur ou électricité, ne le trouvait réfractaire, ainsi que le sont la plupart des Chinois, sous l'influence des mandarins et du gouvernement, dont ce progrès diminue peu à peu le prestige. Bref, Chung Heu manœuvra si habilement, aussi bien dans son commerce avec l'intérieur de l'Empire que dans ses transactions avec les maisons portugaises, françaises, anglaises ou américaines de Shanghai, de Macao ou de Hong Kong, qu'au moment où Kin Fo venait au monde, sa fortune dépassait déjà 400 000 $. Or, pendant les années qui suivirent, cette épargne allait être doublée grâce à la création d'un trafic nouveau qu'on pourrait appeler le commerce des coulis du Nouveau Monde. On sait, en effet, que la population de la Chine est surabondante et hors de proportion avec l'étendue de ce vaste territoire, diversement mais poétiquement nommé Céleste Empire, Empire du Milieu, Empire ou Terre des Fleurs. On ne l'évalue pas à moins de 360 millions d'habitants. C'est presque 1/3 de la population de toute la Terre. Or, si peu que mange le Chinois pauvre, il mange. Et la Chine, même avec ses nombreuses rizières, ses immenses cultures de millet et de blé, ne suffit pas à le nourrir. De là, un trop-plein qui ne demande qu'à s'échapper par ces trouées que les canons anglais et français ont fait aux murailles matérielles et morales du Céleste Empire. C'est vers l'Amérique du Nord et principalement sur l'État de Californie que s'est déversé ce trop-plein. Mais cela s'est fait avec une telle violence que le Congrès a dû prendre des mesures restrictives contre cette invasion assez impoliment nommée la peste jaune. Ainsi qu'on l'a fait observer, 50 millions d'émigrants chinois aux États-Unis n'auraient pas sensiblement amoindri la Chine et c'eût été l'absorption de la race anglo-saxonne au profit de la race mongole. Quoi qu'il en soit, l'exode se fit sur une vaste échelle. Ces coulis, vivant d'une poignée de riz, d'une tasse de thé et d'une pipe de tabac, aptes à tous les métiers, réussirent rapidement au lac Salé, en Virginie, dans l'Oregon et surtout dans l'État de Californie où ils abaissèrent considérablement le prix de la main-d'œuvre. Des compagnies se formèrent donc pour le transport de ces émigrants si peu coûteux. On en compta 5 qui opéraient le racolage dans 5 provinces du Céleste Empire et une 6e fixée à San Francisco. Les premières expédiaient, la dernière recevait la marchandise. Une agence annexe, celle de Ting Tong, la réexpédiait. Ceci demande une explication. Les Chinois veulent bien s'expatrier et aller chercher fortune chez les Mélicains, nom qu'ils donnent aux populations des États-Unis, mais à une condition, c'est que leurs cadavres seront fidèlement ramenés à la terre natale pour y être enterrés. C'est une des conditions principales du contrat, une clause sine qua non, qui oblige les compagnies envers les migrants et rien ne saurait la faire éluder.
Aussi, la Ting Tong, autrement dit l'agence des morts, disposant de fonds particuliers, est-elle chargée de fréter les navires à cadavres qui repartent à pleine charge de San Francisco pour Shanghai, Hong Kong ou Tientsin. Nouveau commerce, nouvelle source de bénéfices. L'habile et entreprenant Chung Hei-woo sentit cela. Au moment où il mourut en 1866, il était directeur de la compagnie de Kwangtan dans la province de ce nom et sous-directeur de la caisse des fonds des morts à San Francisco. Ce jour-là, Kin Fo, n'ayant plus ni père ni mère, héritait d'une fortune évaluée à 4 millions de francs, placée en actions de la Central Bank californienne qu'il eut le bon sens de garder. Au moment où il perdit son père, le jeune héritier âgé de 19 ans se fut trouvé seul, s'il n'eut Wang, l'inséparable Wang, pour lui tenir lieu de mentor et d'ami. Or, qu'était ce Wang ? Depuis 17 ans, il vivait dans le yamen de Shanghai. Il avait été le commensal du père avant d'être celui du fils. Mais d'où venait-il ? À quel passé pouvait-on le rattacher ? Autant de questions assez obscures auxquelles Chung Hei-woo et Kin Fo auraient seuls pu répondre. Et s'ils avaient jugé convenable de le faire, ce qui n'était pas probable, voilà ce que l'on eût appris. Personne n'ignore que la Chine est par excellence le royaume où les insurrections peuvent durer pendant bien des années et soulever des centaines de milliers d'hommes. Or, au XVIIe siècle, la célèbre dynastie des Ming, d'origine chinoise, régnait depuis 300 ans sur la Chine, lorsqu'en 1644, le chef de cette dynastie, trop faible contre les rebelles qui menaçaient la capitale, demanda secours à un roi tartare. Le roi ne se fit pas prier, accourut, chassa les révoltés, profita de la situation pour renverser celui qui avait imploré son aide et proclama empereur son propre fils, Chun-che. À partir de cette époque, l'autorité tartare fut substituée à l'autorité chinoise et le trône occupé par des empereurs mandchous. Peu à peu, surtout dans les classes inférieures de la population, les deux races se confondirent. Mais chez les familles riches du Nord, la séparation entre Chinois et Tartares se maintint plus strictement. Aussi, le type se distingue-t-il encore, et plus particulièrement au milieu des provinces septentrionales de l'Empire. Là, se cantonnèrent des irréconciliables qui restèrent fidèles à la dynastie déchue. Le père de Kin Fo était de ces derniers, et il ne démentit pas les traditions de sa famille qui avait refusé de pactiser avec les Tartares. Un soulèvement contre la domination étrangère, même après 300 ans d'exercice, l'eût trouvé prêt à agir. Inutile d'ajouter que son fils Kin Fo partageait absolument ses opinions politiques. Or, en 1860, régnait encore cet empereur Xian Fong, qui déclara la guerre à l'Angleterre et à la France, guerre terminée par le traité de Pékin le 25 octobre de la dite année. Mais avant cette époque, un formidable soulèvement menaçait déjà la dynastie régnante. Les Chang Mao ou Taiping, les rebelles aux longs cheveux, s'étaient emparés de Nankin en 1853 et de Shanghai en 1855. Xian Fong mort, son jeune fils eut fort à faire pour repousser les Taiping. Sans le vice-roi Li, sans le prince Kong et surtout sans le colonel anglais Gordon, peut-être n'eût-il pu sauver son trône. C'est que ces Taiping, ennemis déclarés des Tartares, fortement organisés pour la rébellion, voulaient remplacer la dynastie des Tsing par celle des Wang. Ils formaient 4 bandes distinctes. La première à bannière noire, chargée de tuer, la seconde à bannière rouge, chargée d'incendier, la troisième à bannière jaune, chargée de piller, la quatrième à bannière blanche, chargée d'approvisionner les 3 autres. Il y eut d'importantes opérations militaires dans le Kiansu. Sucheou et Qiahing, à 5 lieues de Shanghai, tombèrent au pouvoir des révoltés et furent repris non sans peine par les troupes impériales. Shanghai, très menacé, était même attaqué le 18 août 1860 au moment où les généraux Grant et Montauban, commandant l'armée anglo-française, canonnaient les forts de Peiho. Or, à cette époque, Chung Hei-woo, le père de Kin Fo, occupait une habitation près de Shanghai, non loin du magnifique pont que les ingénieurs chinois avaient jeté sur la rivière du Sucheou.
Ce soulèvement des Taiping, il n'avait pu le voir d'un mauvais œil puisqu'il était principalement dirigé contre la dynastie tartare. Ce fut donc dans ces conditions que le soir du 18 août, après que les rebelles eurent été rejetés hors de Shanghai, la porte de l'habitation de Chung-Hae-hu s'ouvrit brusquement. Un fuyard, ayant pu dépister ceux qui le poursuivaient, vint tomber aux pieds de Chung-Hae-hu. Ce malheureux n'avait plus une arme pour se défendre. Si celui auquel il venait demander asile le livrait à la soldatesque impériale, il était perdu. Le père de Kin Fo n'était pas homme à trahir un Taiping qui avait cherché refuge dans sa maison. Il referma la porte et dit « Je ne veux pas savoir. Je ne saurai jamais qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens. Tu es mon hôte et pour cela seul, en sûreté chez moi. » Le fugitif voulut parler pour exprimer sa reconnaissance. Il en avait à peine la force. « Ton nom ?» lui demanda Chung-Hae-hu. « Wang. » C'était Wang, en effet, sauvé par la générosité de Chung-Hae-hu, générosité qui aurait coûté la vie à ce dernier si l'on avait soupçonné qu'il donnât asile à un rebelle. Mais Chung-Hae-hu était de ces hommes antiques à qui tout hôte est sacré. Quelques années après, le soulèvement des rebelles était définitivement réprimé. En 1864, l'empereur Taiping, assiégé dans Nankin, s'empoisonnait pour ne pas tomber aux mains des impériaux. Wang, depuis ce jour, resta dans la maison de son bienfaiteur. Jamais il n'eut à répondre sur son passé. Personne ne l'interrogea à cet égard. Peut-être craignait-on d'en apprendre trop. Les atrocités commises par les révoltés avaient été, dit-on, épouvantables. Sous quelle bannière avait servi Wang? La jaune, la rouge, la noire ou la blanche? Mieux valait l'ignorer, en somme, et conserver l'illusion qu'il n'avait appartenu qu'à la colonne de ravitaillement. Wang, enchanté de son sort d'ailleurs, demeura donc le commensal de cette hospitalière maison. Après la mort de Chung-Hae-hu, son fils n'eut garde de se séparer de lui, tant il était habitué à la compagnie de cet aimable personnage. Mais en vérité, à l'époque où commence cette histoire, qui eût jamais reconnu un ancien Taiping, un massacreur, un pillard ou un incendiaire, au choix? Dans ce philosophe de 55 ans, ce moraliste à lunettes, ce chinois chinoisant, yeux relevés vers les tempes, moustache traditionnelle? Avec sa longue robe de couleur peu voyante, sa ceinture relevée sur la poitrine par un commencement d'obésité, sa coiffure réglée suivant le décret impérial, c'est-à-dire un chapeau de fourrure au bord dressé le long d'une calotte d'où s'échappaient des houppes de filets rouges, n'avait-il pas l'air d'un brave professeur de philosophie, de l'un de ces savants qui font couramment usage des 80 000 caractères de l'écriture chinoise, d'un lettré du dialecte supérieur, d'un premier lauréat de l'examen des docteurs ayant le droit de passer sous la grande porte de Pékin réservée aux fils du ciel? Peut-être, après tout, oubliant un passé plein d'horreurs, le rebelle s'était-il bonifié au contact de l'honnête Chung-Hae-hu et avait-il tout doucement bifurqué sur le chemin de la philosophie spéculative? Et voilà pourquoi ce soir-là, Kin Fo et Wang, qui ne se quittaient jamais, étaient ensemble à Canton. Pourquoi, après ce dîner d'adieu, tous deux s'en allaient par les quais à la recherche du steamer qui devait les ramener rapidement à Shanghai. Kin Fo marchait en silence, un peu soucieux même. Wang, regardant à droite, à gauche, philosophant à la lune, aux étoiles, passait en souriant sous la porte de l'éternelle pureté qu'il ne trouvait pas trop haute pour lui, sous la porte de l'éternelle joie, dont les battants lui semblaient ouverts sur sa propre existence, et il vit enfin se perdre dans l'ombre les tours de la pagode des 500 divinités. Le steamer Perma était là sous pression. Kin Fo et Wang s'installèrent dans les 2 cabines retenues pour eux. Le rapide courant du fleuve des Perles, qui entraîne quotidiennement avec la fange de ses berges des corps de suppliciés, imprima au bateau une extrême vitesse. Le steamer passa comme une flèche entre les ruines laissées çà et là par les canons français, devant la pagode à 9 étages de Halfway, devant la pointe Jardine, près de Whampoa, où mouillent les plus gros bâtiments entre les îlots et les estacades de bambou des 2 rives. Les 150 kilomètres, c'est-à-dire les 375 lisses, qui séparent Canton de l'embouchure du fleuve, furent franchis dans la nuit. Au lever du soleil,
le Perma dépassait la gueule du Tigre, puis les 2 barres de l'estuaire. Le Victoria Peak de l'île de Hong Kong, haut de 1825 pieds, apparut un instant dans la brume matinale, et après la plus heureuse des traversées, Kin Fo et le philosophe, refoulant les eaux jaunâtres du fleuve bleu, débarquaient à Shanghai, sur le littoral de la province de Quan'an. Chapitre 3, où le lecteur pourra sans fatigue jeter un coup d'œil sur la ville de Shanghai. Un proverbe chinois dit « Quand les sabres sont rouillés et les bêches luisantes, quand les prisons sont vides et les greniers pleins, quand les degrés des temples sont usés par les pas des fidèles et les cours des tribunaux couvertes d'herbe, quand les médecins vont à pied et les boulangers à cheval, l'Empire est bien gouverné. » Le proverbe est bon. Il pourrait s'appliquer justement à tous les États de l'Ancien et du Nouveau Monde. Mais s'il en est un où ce desideràtum soit encore loin de se réaliser, c'est précisément le Céleste Empire. Là, ce sont les sabres qui reluisent et les bêches qui se rouillent, les prisons qui regorgent et les greniers qui se désemplissent. Les boulangers chôment plus que les médecins, et si les pagodes attirent les fidèles, les tribunaux, en revanche, ne manquent ni de prévenus ni de plaideurs. D'ailleurs, un royaume de 180 000 milles carrés, qui du nord au sud mesure plus de 800 lieues, et de l'est à l'ouest plus de 900, qui compte 18 vastes provinces, sans parler des pays tributaires, la Mongolie, la Mandchourie, le Tibet, le Tonkin, la Corée, les îles Liutshu, etc., ne peut être que très imparfaitement administré. Si les Chinois s'en doutent bien un peu, les étrangers ne se font aucune illusion à cet égard. Seul peut-être l'empereur, enfermé dans son palais, dont il franchit rarement les portes, à l'abri des murailles d'une triple ville, ce fils du ciel, père et mère de ses sujets, faisant ou défaisant les lois à son gré, ayant droit de vie et de mort sur tous, et auquel appartiennent par sa naissance les revenus de l'Empire, ce souverain, devant qui les fronts se traînent dans la poussière, trouve que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne faudrait même pas essayer de lui prouver qu'il se trompe. Un fils du ciel ne se trompe jamais. Kin Fo avait-il eu quelques raisons de penser que mieux vaut être gouverné à l'européenne qu'à la chinoise? On serait tenté de le croire. En effet, il demeurait non dans Shanghai, mais en dehors, sur une portion de la concession anglaise qui se maintient dans une sorte d'autonomie très appréciée. Shanghai, la ville proprement dite, est située sur la rive gauche de la petite rivière Huangpu, qui réunissant à angle droit avec le Wusong, va se mêler au Yangtze-Kiang ou fleuve bleu, et de là se perd dans la mer Jaune. C'est un ovale, couché du nord au sud, enceint de hautes murailles, percé de 5 portes s'ouvrant sur ses faubourgs. Réseau inextricable de ruelles dallées que les balayeuses mécaniques s'useraient à nettoyer. Boutique sombre, sans devanture ni étalage, où fonctionnent des boutiquiers nus jusqu'à la ceinture. Pas une voiture, pas un palanquin, à peine des cavaliers. Quelques temples indigènes ou chapelles étrangères. Pour toute promenade, un jardin thé et un champ de parade assez marécageux, établis sur un sol de remblai, comblant d'anciennes rizières et sujet aux émanations paludéennes. À travers ces rues, au fond de ces maisons étroites, une population de 200 000 habitants. Telle est cette cité d'une habitabilité peu enviable, mais qui n'en a pas moins une grande importance commerciale. Là, en effet, après le traité de Nankin, les étrangers eurent pour la première fois le droit de fonder des comptoirs. Ce fut la grande porte ouverte en Chine au trafic européen. Aussi, en dehors de Shanghai et de ses faubourgs, le gouvernement a-t-il concédé, moyennant une rente annuelle, 3 portions de territoire aux Français, aux Anglais et aux Américains, qui sont au nombre de 2000 environ. De la concession française, il y a peu à dire. C'est la moins importante. Elle confine presque à l'enceinte nord de la ville et s'étend jusqu'au ruisseau du Yangkimpang qui la sépare du territoire anglais.
Là s'élèvent les églises des lazaristes et des jésuites qui possèdent aussi, à 4 milles de Shanghai, le collège de Tsikavé, où ils forment des bacheliers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.